Hey, bonjour tout le monde. Bienvenue à notre émission numéro 8. Je suis très content de vous retrouver. Que vous soyez nouveau, que vous soyez habitué de l'émission, on a de l'information très intéressante à vous partager. Bien sûr, un des sujets principaux de l'émission, c'est le Bitcoin. Et aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la raison de la baisse qu'il y a eu récemment de 10 à 11% sur le marché, qui a mis certains paniques dans le Titanic de une certaine partie des investisseurs. Aussi, je vais vous parler de géopolitique et économie et on va vous parler de la dédollarisation. C'est un, c'est un mot que vous allez entendre de plus en plus souvent dans les nouvelles. Vous devez comprendre c'est quoi les implications, de quelle façon ça nous concerne et ça peut nous toucher. C'est quand même important. Et aussi, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle M-Bridge, d'accord? Et vous allez voir que ces sujets-là vont finir par nous affecter d'une façon ou d'une autre aussi. Il est important que vous le sachiez. Et je vais vous parler aussi du mot de la fin que j'ai décidé de l'appeler la ballonne. La ballonne. Et vous allez tout comprendre le lien entre tout ça. On se retrouve tantôt. Ok, nous voici pour le petit segment du Bitcoin. Aujourd'hui, ça va être quand même assez court parce que j'ai quand même une bonne partie de l'émission que je veux dédier à d'autres segments que je vous ai parlé tantôt. En gros, je voulais parler un peu de la raison pourquoi il y a une baisse de 11%. Vous savez, récemment, le Bitcoin avait atteint quasiment 74-75, le all-time high, c'est-à-dire un sommet le plus haut, il y a quelques mois. Il est descendu autour de 70. Et là, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, si on peut dire, il a baissé, il a touché quasiment 59 000. Vous avez souvent dans les nouvelles, ah ah, ça y est, il dit, il va tomber à zéro. Ça, vous l'avez souvent, OK? Parce que c'est souvent les gens qui comprennent pas tout à fait ce qui se passe, c'est quoi les mécanismes du marché. Et ceux qui sont déjà habitués, ils savent que le Bitcoin peut avoir des baisses comme ça. Surtout après le halving. Il y a toujours comme un boom, mais après ça, il peut y avoir une baisse dans le marché, un ajustement. D'accord? Et puis, une des raisons principales, j'avais mis un audio sur la chaîne Telegram vous expliquant que MGOX, MTGOX, GOX, c'est une firme, un exchanger qui a existé bien avant Binance, qui était un des plus gros exchangers. Puis cet exchanger-là a été piraté, a été hacké il y a des années. Et il y a beaucoup de bitcoins qui sont faits voler. Et il n'avait pas dit tout de suite, donc ils l'ont comme un peu camouflé. Et quand ça s'est su, on s'est rendu compte que le MGOX avait y affiché un certain nombre de bitcoins, mais ce n'était pas la réalité. Ils ont été accusés d'activités frauduleuses, entre autres par la SEC américaine. D'accord? Et la compagnie a été saisie. D'accord, c'est une compagnie qui a été basée à Hong Kong. Je vous fais une histoire courte. Et qu'est-ce qui est arrivé, c'est que une bonne partie des bitcoins ont été récupérés. OK? On parle de plus de 140 000 bitcoins. D'accord? Et il y a eu toute une traînée en justice et tout ça. Mais maintenant, c'est ça. Les autorités vont retourner tous ces bitcoins-là à leurs propriétaires. OK, donc on parle de plus de 140 000 bitcoins qui représentent à peu près 9 milliards. D'accord? Donc, on sait que ça va commencer début juillet. OK, aujourd'hui, c'est ça, on est fin juin. Soit dit en passant, le bitcoin est à 61, 62 000, donc il est rendu stable. Il s'est replacé. Euh, on ne peut pas dire que c'est officiellement le niveau plancher, mais en tout cas, tout semble croire qu'il est en train de se placer là, d'accord, se stabiliser là. Mais pour MROX, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à partir du début de juillet, ces bitcoins-là vont être retournés
à leurs propriétaires. Donc, le marché, les investisseurs en général, sont un petit peu sur le qui-vive. Je vous dirais, ceux qui ont fait beaucoup de leviers, ceux qui ont investi des millions ou même des milliards, parce qu'ils craignent qu'il y ait une vente massive de ces 140 000 bitcoins. Donc, ça fasse dropper le prix du bitcoin d'une façon encore plus subite. Et vous savez, c'est toujours comme ça, hein, quand il y a grosse vente d'un actif, mais ça fait baisser le prix, ou quand il y a beaucoup d'achats, ça le fait monter. OK? C'est l'offre et la demande, comme on dit. Et puis, mais les experts, puis j'ai fouillé un peu, ils ont dit, écoutez, calmez-vous là. 190 000 bitcoins représentent 0,66% sur le volume du bitcoin. C'est une goutte dans l'océan, là. OK? Donc, on voit que les gens qui investissent beaucoup d'argent, qui ont emprunté beaucoup, c'est ça, c'est des gens qui deviennent très émotifs. Donc, ça leur prend pas grand-chose pour peser sur le piton panique. Donc, c'est ça, mais des experts qui disent, écoutez, il y a une bonne partie de ces propriétaires de Bitcoin-là qui ne vendront pas. Ils vont dire, regarde, là, on sait que ça va continuer à augmenter. Le prix va commencer à gagner de la valeur. Fait que ça ne veut pas dire que les 140 000 vont être liquidés. Il y a eu ça, mais il y a aussi, ça a affecté un peu les baleines. Les baleines, lorsque le prix baisse, pour ceux qui ne savent pas, lorsqu'on fait du trading, on appelle ce qu'on appelle, bon, dans le jargon, on appelle ça des stop loss. C'est-à-dire que lorsque le prix atteint un certain niveau, mais pour ne pas être à perte, il se déclenche. C'est-à-dire la vente se déclenche. Donc, les baleines aussi, lorsqu'il y a eu cette baisse-là, mais il y en a qui ont liquidé les positions massives. Donc, ce qui a fait que il y a eu comme une purge. Donc, il y a une partie des bitcoins qui ont été, un volume de bitcoins qui a été vendu sur le marché. Mais c'est comme toute chose, ça n'a pas été long que des gens, OK, des entités, des entreprises ont racheté ce volume-là. D'accord? Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Aussi, les mineurs. Les mineurs, après le halving, ça veut dire qu'il y a moins de bitcoins qui sont produits par jour, mais les mineurs qui ont les reins les moins solides, ils sont obligés de vendre pour rentrer dans leur rentabilité. Mais donc, les mineurs, euh, beaucoup de mineurs ont vendu aussi du Bitcoin. C'est tout à fait normal. C'est comme une purge. Ça veut dire que les mineurs qui ont les reins les moins solides, c'est bye-bye. OK? Et c'est les plus grosses firmes qui vont commencer à prendre le marché. D'accord? Donc, c'était un peu pour vous mettre en contexte tout ce qui se passe, mais les fondamentaux sont là. Il y a beaucoup de grosses firmes qui s'en viennent, des fonds souverains. J'ai su entre les branches que la Banque du Canada achète du Bitcoin. En fait, quand toutes les banques sont en train d'en acheter, c'est juste qu'ils ne le disent pas. La simple et bonne raison pourquoi ils le disent, parce qu'ils ne veulent pas créer un méga bull run pour que le prix monte, OK, monte progressivement et pas trop vite. C'est comme dans n'importe quoi. Donc, avant la flambée des prix, mais on veut que en tout cas, les banques prennent position de tous ces bitcoins-là. Entre autres, c'est le jeu que JP Morgan fait. D'accord? Elle met toujours le FUD. Je vous avais expliqué ça la dernière émission. Elle fait toujours semblant de dire que le marché est incertain, nanana, pour refroidir les gens, mais par en arrière, les autres, ils en achètent beaucoup. Donc, c'est la raison pourquoi ceux qui suivent l'émission sont au courant de plus en plus de ce qui se passe. Mais la meilleure façon d'acheter du Bitcoin, c'est le coût moyen d'achat. OK? C'est quoi le coût moyen d'achat? Ça veut dire vous avez un budget. OK? Vous avez un budget par semaine ou 15 jours ou une fois par mois. Et ce budget-là fait en sorte que vous achetez du Bitcoin qui monte, qui descend. Mais avec le temps, c'est prouvé, vous allez toujours rester en profit. D'accord? Et aussi, il faut que ce soit un montant d'un certain budget qui ne va pas vous casser un bras, puis qui ne va pas vous amputer une jambe, là. Donc, on ne réhypothèque pas sa maison pour acheter du Bitcoin. En tout cas, moi, je ne suis pas conseiller financier, mais c'est une question de logique. Mais par contre, vous avez un budget qui s'accumule, un peu comme des REER, tranquillement, et vous voyez ça monter de plus en plus. D'accord? Donc, c'est une façon de vous diversifier avec le Bitcoin. Donc, pour ceux qui aimeraient savoir comment acheter du Bitcoin et surtout le sécuriser, je fais du coaching pour aider les gens à mettre ça dans leur
hard wallet, surtout avec l'application SafePal. Voilà les amis, donc on se retrouve pour le prochain segment de notre émission. Et voilà, voilà. Donc, de retour avec le segment géopolitique et économie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose que j'ai entendu une couple de fois et je considère que c'est hyper important, que vous le sachiez du moins. C'est le projet M-Bridge. M-Bridge, je vais mettre le nom sur la vidéo, alias Multiple CBDC Bridge. Donc, ça a rapport avec des CBDC, mais c'est pas n'importe quel CBDC, c'est vraiment des CBDC de la Banque centrale des banques centrales, de la BIS. Je vous ai déjà parlé de la BIS qui a été fondée dans les années 70, tout de suite après que Nixon ait enlevé le dollar du standard or. Vous savez, lorsque je vous avais parlé qu'on avait privatisé la Banque du Canada, la Banque de France et tout ça, ben, c'était à le même temps que ça venait, c'était une commande de la BIS, Bank of International Settlement, OK, qui est basée en Suisse. Donc, imaginez-vous que la BIS, OK, entre autres avec d'autres banques centrales, vous allez voir lesquelles, eh bien, entre autres celle de l'Arabie Saoudite, ils ont un projet de CBDC ultra nationaux, d'accord? Donc, juste pour vous expliquer, selon Wikipédia, je suis allé voir c'est quoi, mais le M-Bridge est une plateforme multi-CBDC, OK? Ceux qui savent pas c'est quoi CBDC, c'est la prochaine monnaie digitale qui s'en vient. Là. Je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus, d'accord? Donc, c'est quelque chose que vous aussi devez comprendre c'est quoi, parce que le prochain reset économique qui s'en vient, on va nous l'imposer. Donc, le CBDC, ces banques-là sont en train de développer pour prendre en charge les paiements transfrontaliers. Donc, c'est pas un portefeuille pour monsieur, madame, tout le monde. Ça se passe entre les nations. OK? Donc, ces paiements transfrontaliers en temps réel. Ou peer-to-peer, pay-to-pay. OK? De personne à personne. Ça vous dit quelque chose? Bien sûr, blockchain, la technologie crypto-monnaie. Eh oui. Donc, les méga banques centrales sont rendues là. OK? Et les transactions à charge à l'aide des fameux CBDC, Central Bank Digital Currency. OK? N'oubliez pas, le CBDC, c'est de la monnaie programmée, hyper centralisée et contrôlée. OK? Klaus Schwab adore le CBDC. OK? Donc, ce projet M-Bridge qui est basé sur une blockchain, OK? Appelé M-Bridge Ledger, portefeuille M-Bridge, OK? Donc, pour le pont entre les nations, bridge, c'est pour pont. La plateforme est conçue pour garantir le respect des politiques et des exigences légales, OK, des réglementations et des besoins des gouvernements spécifiques à chaque juridiction. Donc, c'est du gros jargon pour vous dire que le système est en train de s'en aller sur le blockchain, mais surtout avec cette monnaie programmée et contrôlée. D'accord? Donc, mais la chose qui est très intéressante ici, c'est qu'actuellement, écoutez bien, les 5 entités qui vont développer conjointement M-Bridge, qui sont les nations qui font partie de ça, OK? Il s'agit notamment de l'autorité monétaire, OK? De Hong Kong, OK? De la Banque de Thaïlande, OK? De la Banque centrale des Émirats arabes, de l'Institut de recherche de monnaie numérique de la Banque populaire de Chine, OK? Et de la BRI, Banque d'innovation du centre de Hong Kong, BISIH de Hong Kong. La Banque centrale d'Arabie saoudite l'a rejoint en juin 2024. Et vous allez entendre beaucoup parler de l'Arabie saoudite de plus en plus. D'accord? Mais surprise, surprise, les États-Unis ne sont pas dans ça. Pourquoi? Parce que le dollar est rendu toxique. Lorsqu'on veut mettre un bon panier avec des bons fruits frais, on rajoute jamais une pomme pourrite. Ce qui veut dire que ça, on vient d'ici de confirmer que les grandes institutions, les banques centrales savent que les jours du dollar sont comptés. OK? Donc, il est important que vous le sachiez parce que notre pays, le Canada et le Québec,
et partenariat avec les États-Unis à plus de 70 à 80% de notre économie avec les États-Unis. Donc, le projet pilote impliquant ces transactions d'entreprise réelles a été mené par la plateforme auprès des banques centrales participantes, des banques commerciales sélectionnées et de leurs clients dans quatre grandes juridictions. Le projet se concentrait sur le développement des utilisations hypothétiques dans la région de la Grande Baie afin de démontrer la technologie et les améliorations opérationnelles que Enbridge peut offrir. Je vous épargne le jargon, mais tout ça pour vous dire que les pions sont en train de se placer au niveau international. Et les points surtout que je voulais vous faire ressortir, c'est que le dollar ne fait pas partie de le prochain projet de méga CBDC transnational. Donc, c'était le point que je voulais vous amener par rapport à ça. Donc, je vous reviens tout de suite après avec un article très intéressant de Binance qui nous parle de la dédollarisation et l'Arabie saoudite. OK, donc on continue dans géopolitique et économie. Donc, voici un article qui nous vient de Binance, mais vous en avez plusieurs un peu partout là, qui parlent de ce sujet-là. Il est hyper important que vous compreniez ce qui s'en vient. Donc, ça parle de rupture de l'Arabie saoudite met fin à un accord de pétrodollars de 80 ans avec les États-Unis. Lorsque Richard Nixon, dans les années 70, a enlevé le dollar du standard or parce que les États-Unis venaient de faire faillite, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas assez d'or pour baquer le dollar. C'est pourquoi Charles de Gaulle avait demandé toute l'or de la France parce qu'il s'est rendu compte qu'il se faisait avoir par les États-Unis. Eh bien, Richard Nixon, pour baquer ça avec les États-Unis, puis Kissinger, euh, ils ont fait ce qu'on appelle le pétrodollar. Donc, c'est une entente avec les Saoudiens euh, en échange de leur protection militaire des Saoudiens, mais les Saoudiens donnaient accès aux méga puits de pétrole, puis ils ont fondé ce qu'on appelle le pétrodollar. En gros, ça veut dire tout simplement qu'ils ont établi que tout échange commercial à partir de ce moment-là, que ce soit de pétrole, de gaz, de blé ou de ressources naturelles, ou tout échange commercial entre le pays, devait se faire en dollars US. OK? Donc, chaque pays, exemple, le Canada devait vendre son bois, exemple, à l'Europe. OK? Ben, pour faire la vente et achat, mais l'Europe était obligée d'acheter des dollars et acheter ça en dollars. Et les Canadiens étaient obligés d'accepter ces dollars US. OK? Donc, qu'est-ce qui faisait qu'à chaque fois qu'il y avait un échange commercial entre les pays, mais il y avait une forte demande des dollars. Donc, le dollar est devenu la devise de référence, ce qui a fait en sorte que ça a propulsé l'économie des États-Unis parce que c'est devenu un dollar fort. Et c'est comme ça que l'Empire s'est établi. D'accord? Mais là, l'Empire est malade. OK? Pourquoi? Parce que l'Arabie saoudite vient de faire un méga move. Il a dit, c'est correct, on ne renouvelle pas le bail qu'on avait signé il y a 80 ans. Donc, l'Arabie saoudite met fin à un accord de pétrole de 80 ans avec les États-Unis. Donc, l'accord autorisait les ventes de pétrole saoudien en dollars américains uniquement, comme je viens de vous le dire. Donc, l'Arabie saoudite peut désormais utiliser d'autres devises, comme le renminbi, OK, qui se trouve être la monnaie intérieure. Il y a le renminbi chinois, donc ça, c'est la monnaie à l'intérieur du pays, mais il y a aussi une autre monnaie chinoise qu'on appelle le yuan. Ça, c'est pour l'étranger. D'accord? Donc, le renminbi, l'euro. En d'autres mots, l'Arabie saoudite, si ça y tente, là, puis ça se fait déjà, elle peut demander du bitcoin si elle veut, ou elle peut demander des lingots d'or, mais elle n'est plus obligée d'utiliser, elle ne veut plus utiliser le dollar. OK? Et ça, il y a plusieurs raisons pour ça. D'accord? Même chose pour les autres pays. Donc, les autres pays comme l'Inde peut acheter du gaz avec la Russie. Il va peut-être utiliser
le rouble russe ou peut-être la monnaie locale de l'Inde. OK? Pourquoi? Parce que les pays commencent à se débarrasser du dollar. Et ça, il y a plusieurs raisons pour ça. D'accord? OK? Donc, l'Arabie saoudite a décidé de ne pas renouveler son accord des pétrodollars, ce qui a rendu très nerveux la Maison-Blanche et Biden, entre autres. Accord qui a été fait il y a 80 ans avec les États-Unis. Euh, donc, qui a expiré dimanche le 9 juin. Donc, ça, c'est historique. Ça n'avait jamais fait depuis le début des ententes. Ça a toujours été renouvelé. Mais là, c'est fait, à partir du 9 juin 2024, c'est non, ça ne nous intéresse pas. OK? Selon les médias, ça a été rapporté un peu partout dans les grands médias économiques et même de géopolitique. Donc, cet accord historique, initialement signé le 8 juin 1974, a joué un rôle crucial dans l'établissement de la domination économique mondiale des États-Unis, comme je vous l'ai expliqué. Donc, on va parler ici un peu du contexte. L'accord initial donc, créer des commissions conjointes pour la coopération économique et répondre aux besoins militaires de l'Arabie saoudite. Comme je vous disais, l'Arabie saoudite voulait être protégée et en échange, ils ont fait ce pacte-là. OK? Donc, les responsables américains espéraient que cela inciterait l'Arabie saoudite à augmenter sa production pétrolière et à renforcer ses liens économiques avec les pays arabes. Mais vous savez, depuis ce temps-là, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'eau qui a coulé sous le pont, mais il y a beaucoup de bombes qui ont été surtout larguées dans cette région-là. Il y a eu un changement de politique. En choisissant de ne pas protéger ce contrat, prolonger ce contrat, eh bien, l'Arabie saoudite a donné un big finger aux États-Unis. Et désormais, libre de vendre du pétrole et d'autres biens en utilisant diverses devises telles que le renminbi chinois, l'euro, le yen, le yuan, au lieu du dollar américain. Okay? Il existe également des spéculations sur l'utilisation potentielle des monnaies numériques, comme je vous l'ai dit. On le sait déjà qu'entre les branches, entre la Russie et la Chine, des fois, il y a des transactions qui se font en Bitcoin pour les transactions. OK? Alors, implication plus large, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que cette décision représente une rupture significative avec le système pétrodollar qui a été établi en 1972 lorsque les États-Unis ont découplé leur monnaie de l'or. Comme je vous dis, enfin, continue, est en train de dire ce que je vous ai déjà expliqué. OK? Donc, c'est vraiment historique. Pourquoi? Parce que ça affaiblit le dollar de plus en plus. Déjà qu'on voit que l'économie américaine et l'inflation bas de l'aile, ils nous affectent tous, surtout en accident. Et tiens, il parle du projet Enbridge aussi dans l'article de Binance. Donc, parce que c'est hyper important, OK? L'Arabie saoudite a également rejoint le projet Enbridge, une initiative collaborative explorant une plateforme de monnaie numérique partagée entre les banques centrales et les banques commerciales. OK? Ça se passe vraiment dans les hautes instances commerciales. Ça n'a pas rapport avec nous, mais par ricochet, ça va nous affecter aussi. Donc, ce projet vise à faciliter les paiements transfrontaliers instantanés, les transactions et les charges à l'aide de la technologie du blockchain. Ils appellent ça le grand livre distribué, le blockchain. Donc, conclusion de Binance dans cet article. La décision de l'Arabie saoudite de mettre fin à l'accord sur le pétrodollar marque le début d'un changement important dans la dynamique économique mondiale. Ce que vous devez lire entre les lignes, il y a un gros changement qui est en train de se faire, OK, au niveau des puissances mondiales. Cette décision pourrait remodeler le paysage de l'influence économique mondiale. Écoutez, ils disent remodeler, c'est déjà fait, OK, avec les BRICS. Donc, on parle de plus en plus, non plus d'une grande puissance qui menait la barque, les Américains, mais plutôt des deux pôles, le Grand Sud et le Moyen-Orient, OK, avec l'Asie, et l'Occident, OK, il y a comme une division qui est en train de se faire, et ça va impliquer beaucoup de choses dans le futur, mais faites-vous-en pas. Je vous tiendrai au courant, d'accord? Mais le but ici, vous savez, dans notre émission, c'est non seulement d'avoir l'information, de l'analyser, et ensuite, une fois que vous avez ce data-là,
mais vous faites des liens et vous vous ajustez, d'accord? C'est important de tout simplement voir les faits, voir ce qui se passe et s'ajuster. Pourquoi? Parce que ça va avoir des implications économiques, politiques et sur notre mode de vie, surtout dans la période qu'on est en train de vivre. D'accord? Donc, je vous reviens avec le mot de la fin. Le mot de la fin, que c'est la ballonne. OK? À tantôt. Hé, 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 je suis de retour. Donc, nous y voilà déjà au mot de la fin. Donc, aujourd'hui, le mot de la fin, c'est la ballonne. OK? Pour mes amis français ou ceux qui m'écoutent en dehors du Québec, ici au Québec, on dit souvent t'as pété de la ballonne ou je vais te péter ta ballonne, ça veut dire ta bulle. OK? Et pourquoi on parle de ballonne? C'est parce que notre économie, depuis les années 70, finalement, la ballonne est en train de gonfler et elle arrive à la fin. OK? Que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique. OK? Une bonne partie, un peu partout dans le monde. J'ai su que le yen est en train de chuter au Japon. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des pratiques économiques qui sont devenues de plus en plus, comme je vous l'ai déjà expliqué, inflationnistes, surtout avec la façon de gérer nos gouvernements qui ne font que déficit par-dessus déficit en pensant qu'il n'y aura pas de conséquences. OK? Les Anglais appellent ça kick the can down the road. Ça veut dire kicker la cacane sur la route en disant, bon, mais le prochain premier ministre ou le prochain président va prendre la relève. Voilà, on continue à faire des déficits comme si ça n'avait pas d'incidence ou ça n'avait pas des conséquences. Mais oui, il y en a une. Et la réalité est en train de nous rattraper. D'accord? Donc, l'illustration de la ballonne qui gonfle, vous savez, lorsqu'on souffle de plus en plus sur une ballonne, à un moment donné, il faut arrêter. Parce qu'on sait qu'ils ont continué à souffler, paf, elle va péter. OK? Évidemment. Donc, notre économie, c'est un peu la même chose. À force d'imprimer de l'argent et faire des déficits, mais la monnaie finit par craquer. OK? La valeur finit par se diluer complètement. OK? Donc, cette ballonne-là représente la ballonne qui gonfle de plus en plus à cause de l'impression d'argent et des déficits budgétaires à répétition que nos gouvernements font. D'accord? D'ailleurs, c'est tout ce qu'ils savent faire, dépenser, comme s'il n'y avait plus de lendemain. Donc, à chaque fois qu'on imprime de l'argent avec des déficits budgétaires, c'est un peu plus d'air qui entre dans ce ballon, dans cette ballonne, qui finit par exploser. C'est logique, OK? Pourquoi elle explose? C'est à cause de l'effet inflation, à cause de cette inflation qui finit par devenir une hyperinflation, donc effondrement de la monnaie. Est-ce que ça vous dit quelque chose? On l'a vu récemment avec des pays comme le Zimbabwe en Afrique. Vous allez dire, ouais, mais ça c'est en Afrique. L'Argentine, ouais, mais ça c'est en Amérique du Sud. Le Venezuela, ouais, mais ça c'est Amérique du Sud, Amérique centrale. Le Liban, ouais, mais ça c'est le Moyen-Orient. OK? Et prochainement d'autres pays. Eh oui. Cette hyperinflation cogne à la porte de plus en plus. Pourquoi? Parce que la façon que notre système financier est fait, nos gouvernements ne peuvent pas arrêter d'imprimer de l'argent. Parce que s'ils arrêtent, je vous l'ai déjà expliqué, le système s'effondre. OK? Donc, on est comme dans un train qui va en accélération et qui fonce tout droit dans le mur. D'accord? Maintenant, vous allez me dire, mais, OK, d'accord, mais comment se fait-il, Adriane, que les pays le plus endettés au monde, OK, beaucoup de gens le savent de plus en plus, le pays le plus endetté au monde qui imprime 1 trillion de dollars, 1000 milliards à 90 jours, sa ballonne n'a pas encore explosé. On parle de quel pays? Mais si vous ne le savez pas, les États-Unis. Comment se fait-il que les États-Unis, eux autres, ils impriment tant qu'ils veulent et la ballonne n'explose jamais? Bonne question. Parce qu'ils ont un droit très particulier. Et ce droit-là, entre autres, je vous ai parlé du pétrodollar. C'est pas pour rien. OK? Je vous ai expliqué. Bonne question. C'est à cause de la dollarisation. La planète a été dollarisée depuis les années 70.
OK? La dollarisation de l'économie. Étant donné que depuis les traités de Bretton Woods, après la Deuxième Guerre mondiale, l'Europe était à terre carrément, les pays étaient en faillite, eh bien, les États-Unis ont pris la relève. Ensuite, on a eu la guerre froide. L'URSS s'est effondré. Il ne restait qu'une grande nation, c'était les États-Unis. Et les autres, ils en ont profité au coton, OK, pour, OK, se gâter et imprimer à qui veut, OK? Donc, après la Deuxième Guerre mondiale et surtout depuis 1972, les années de Richard Nixon, qui avait fait du dollar la devise la plus forte, OK, c'est qu'on a appelé le fameux pétrodollar. Ça fait 2 fois que je vous en parle aujourd'hui dans l'émission. Je pense que vous commencez à comprendre. Bien, tous les pays étaient obligés d'avoir des dollars pour vendre leur pétrole, leur blé, leurs métaux précieux, leur gaz, etc. L'aluminium du Québec, le bois du Québec, le sirop d'érable du Québec. Eh oui, OK. Si tu veux vendre à des Mexicains du sirop d'érable, tu es obligé, OK, d'accepter des dollars américains. OK? Donc, ça faisait en sorte que les pays n'avaient pas le choix d'avoir des réserves en dollars. OK? Ce qui faisait en sorte qu'il y avait toujours une demande de dollars qui était quelque part un peu imposée par cette loi-là ou cette règle du pétrodollar. OK? Car les pays devaient avoir beaucoup de réserves, beaucoup de devises en dollars pour transiger leurs biens à l'étranger. Bien sûr, il n'y avait pas un pays qui pouvait faire la vente ou l'achat des biens à l'étranger s'il n'y avait pas des dollars US. Donc, tout le monde est obligé d'avoir des réserves de dollars US. OK? Et on connaît tous la blague ici, mais c'est pas une blague, là. Lorsque vous allez dans le sud, vous allez au Mexique, vous n'amenez pas vos dollars canadiens. Qu'est-ce que le monde font ici? Hey, ça me prend des dollars US. Je m'en vais à Cuba, je m'en vais à République. OK? Eh bien, il y a des millions de gens qui font ça tous les jours et ça crée une demande de ces dollars-là. Et les Américains, ils disent, t'en veux-tu 2 dollars? Je peux t'en donner. Vas-y, prends-en. Un peu comme un pusher. Ils disent, t'en veux-tu? J'en ai d'autres, là. OK? Fait que les États-Unis ont drogué, OK, l'économie mondiale avec le dollar. OK? Donc, comme je vous disais, ce qui faisait en sorte qu'il y avait toujours une demande de dollars à cause de cette demande-là. Donc, même si les États-Unis pouvaient imprimer de l'argent encore et encore, mais ils soufflaient sur la ballonne gonflait, 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 eh bien, ce qui arrivait, à cause de cette demande à l'étranger des dollars, il y avait de l'air qui sortait tout le temps de la ballonne. Donc, la ballonne se dégonflait toujours un peu, OK? Et donc, elle n'explosait jamais parce que tu avais une porte qui faisait en sorte que cet air-là pouvait s'en aller ailleurs. Mais qu'est-ce qui est arrivé? C'est que cette ballonne-là est en train de faire une méga ballonne de toute la planète avec tous ces dollars-là. OK? Alors, c'est un peu comme si la planète était en train de soutenir le modèle de vie des Américains et de l'Occident. C'est évident. OK? Ce qui faisait que notre économie est surévaluée et gonflée. OK? On parle qu'il y a peut-être 40 à 60% de l'économie de l'Occident est surévaluée. Donc, ce n'est que de l'air et de la spéculation. Vous devez retenir ça. C'est hyper important. OK? Ce qui a fait en sorte qu'ils ont vécu pendant des décennies au-dessus de leurs moyens. D'accord? Parce qu'aujourd'hui, les Américains ne produisent plus rien, pratiquement. Ils ne font que produire que des dollars. D'accord? Mais la musique est à veille d'arrêter. OK? The party is over, comme on dit. Eh oui. Donc, la ballonne, même si on lui ajoutait de l'air, encore une fois, elle n'explosait jamais à cause de cette façon de faire. Il y avait toujours de l'air qui s'échappait vers l'étranger. Il y avait toujours de demandes pour ces dollars-là. Il y avait toujours des pays qui achetaient des bons du trésor américain. Okay? Donc, il y avait de l'air qui sortait. Mais maintenant, surtout depuis la guerre en Ukraine, okay? Et surtout depuis le bloc économique des BRICS, okay? Qui veulent partir leur propre système, eh bien, à part l'Occident, à part l'Amérique du Nord, le Canada, le Commonwealth, puis les pays d'Europe, eh bien, tout le reste de la planète, on parle ici une bonne partie de l'Amérique du Sud, l'Asie, le Moyen-Orient, sont en train de se détourner du dollar pour plusieurs raisons. OK? Surtout la perte de la valeur.
Les pays sont en train de se rendre compte qu'ils disent, ouf, ce dollar-là, là, il est mort. C'est une question de temps avant que ça tombe. Mais avant, il n'y avait pas d'alternative. OK? Fallait vivre avec. D'accord? Mais maintenant, il y en a une. Il y a un nouveau bloc économique qui est en train de se développer, surtout un système monétaire qu'ils veulent mettre en place. D'accord? Et surtout, je viens de vous parler de Mbridge, je viens de vous parler du BRIC, je viens de vous parler de l'Arabie Saoudite qui sort du pétrodollar. OK? Donc, ça, c'est des pions dans l'échiquier mondial qui vont finir par affecter l'économie des États-Unis. C'est déjà commencé. OK? Donc, tous ces pays-là du BRIC sont en train de se détourner du dollar pour plusieurs raisons. La perte de valeur, la menace des sanctions des États-Unis. Écoutez, dans l'entrevue de Tucker Carlson avec Poutine, il dit, je comprends pas ce que les États-Unis ont fait. Ils se sont tirés dans le pied, pour pas dire qu'ils se sont flingués dans la tête, en imposant des sanctions aux États-Unis avec la Russie. Ce qui a fait en sorte que la Russie, elle s'est détournée et dit, ben écoutez, ils veulent plus de moi. Elle s'est tournée vers la Chine. La Chine, il dit, viens ici, mon petit gars, moi je t'aime, on va bâtir un nouveau système. OK? Ce qui a fait en sorte que plusieurs pays se sont dit, attends un peu, là, les États-Unis, et maintenant, elles peuvent mettre des embargos comme ça leur tente, pour n'importe quelle raison. Donc, les pays sont devenus de plus en plus frileux et ils marchent sur des œufs. Donc, ils ont dit, la confiance n'est plus là. La confiance n'est plus là. Je vous ai déjà parlé que dans un système financier, le point le plus central, le plus important, parce que je vous ai déjà dit, le système financier est un système de croyance. Point barre. OK? Mais dans ce système de croyance, on croit à quelque chose. Lorsqu'on n'y croit plus, la confiance n'est plus là, capote. Ce système s'effondre. C'est ce qui est en train de passer. Donc, ces pays du BRIC, que ce club-là de BRIC qui grossit de jour en jour, de semaine en semaine, OK? Eh bien, sont en train de se détourner des sanctions des États-Unis, de la dévaluation et la perte de valeur du dollar et surtout la crainte. Ces pays-là, ils craignent de plus en plus qu'il y ait une grosse crise du dollar, une grosse crise économique. Donc, ils veulent se mettre à l'abri, OK? Parce que on sait déjà, il ne faut pas se le cacher, les États-Unis ne pourront jamais rembourser cette dette. OK? Ils commencent à avoir la difficulté à payer les intérêts de la dette. Je vous ai déjà parlé du syndrome de la carte de crédit. Lorsque vous n'êtes plus capable de payer les intérêts de votre carte de crédit, c'est fini. C'est une question de temps avant que vous fassiez faillite. Et on sait que c'est ce que ça fait. Alors, je reviens à mon histoire de la ballonne. OK? Alors, avant, l'air pouvait sortir. Donc, cette ballonne n'éclatait pas. Mais maintenant, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, les dollars retournent à la maison. Le monde, ils vendent ça. Ils n'en veulent plus. OK? Avec la vente des bons du trésor de la Chine, qui vend les bons du trésor américains, de la Russie. Et bien sûr, Poutine a dit, écoute, vous me faites des embargos et tout ça. Il dit, veut rien savoir. D'ailleurs, des banques américaines ils ont perdu beaucoup d'actifs en Russie, qui sont fait saisir par la Russie. Même le Japon, on entend parler qu'il est obligé de vendre des trésors américains. Donc ça, c'est comme l'air qui revient. OK? Qui revient dans cette ballonne-là. OK? Comme je disais, en d'autres mots, l'air retourne à la ballonne. Et qu'est-ce qui va arriver? Celle-ci va finir par exploser. C'est inévitable. Donc, les banques le savent. Le gouvernement le savent. Et seulement 1% de la population le sait. 99% de la population mondiale ne le sait pas, ne s'en doute même pas, font du 9 à 5, ils baissent la tête, ils bossent, ils ont leur fin de semaine, mais ils ne se rendent pas compte de l'épée de Damoclès qui pend sur leur tête. OK? Alors, vous qui m'écoutez, la question c'est, est-ce que vous êtes prêts? Êtes-vous à l'abri de l'effondrement du système fiat? Beaucoup, je sais qui ils sont, mais je m'adresse aux nouvelles personnes. Est-ce que vous avez des actifs solides en dehors de ce système-là? Des actifs solides et tangibles, comme l'or et surtout le Bitcoin. Pourquoi? Parce que présentement, l'actif, le hard asset qu'on appelle en anglais, l'actif le plus dur, OK, et le plus
anti-inflationniste qu'il y a présentement, c'est le plus rare, surtout, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin qui est en dehors du système économique. D'accord? Donc, d'où la raison de mon podcast, c'est de vous informer, mais surtout, aujourd'hui, je crois qu'on est rendu à prendre action. Parce que les choses s'accélèrent, le temps s'accélère et surtout l'échiquier est en train de bouger de plus en plus vite. Voilà les amis, donc je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit très bientôt à la prochaine émission. Ciao tout le monde!